Alors, nous avons le plaisir d'accueillir, après Kevin, Catherine Garnier-Amouroux, qui est directrice interrégionale au sein du groupe La Banque Postale. Et actuellement, après avoir exercé plusieurs années pardon, en Normandie, où vous habitez toujours, vous exercez la basse Normandie, à Caen. Vous présidez aux destinées d'une région, une très grande région qui comprend l'Auvergne, la Bourgogne, la Franche-Comté et Rhône-Alpes. Bonjour à Besançon. Alors, pourquoi nous vous avons convié, et déjà un grand merci d'avoir accepté. Parce que le débat égalité-équité n'épargne pas le monde de l'entreprise, bien au contraire. Tant les salariés que les managers sont impactés par ces deux notions qui influencent directement le modèle de l'entreprise et ses choix managériaux. Là encore, les débats font rage. Alors que certains managers souhaitent considérer les salariés en fonction de leurs mérites propres, s'adapter aux caractéristiques des personnels, d'autres, au contraire, refusent cette approche et privilégient un traitement égalitaire des collaborateurs. Ce débat est particulièrement animé au sein de la fonction publique. Nous autres salariés d'hôpitaux publics le connaissons bien. Par tradition, en effet, la fonction publique est attachée au modèle de traitement strictement égal de ses agents, un accès par concours, anonyme, un avancement essentiellement à l'ancienneté et une notation strictement encadrée dans sa progression comme dans son éventuelle baisse. Or, de plus en plus d'initiatives tendent à insuffler au sein de la fonction publique des éléments prenant en compte la situation individuelle des agents, le recrutement sur profil, une évaluation plus personnalisée, un intéressement individualisé, avec un certain nombre de primes en fonction des résultats. Cette évolution suscite des oppositions fortes de la part des organisations syndicales, mais aussi de nombreux agents attachés à une habitude ou peut-être par refus qu'il y ait une notion d'arbitraire. Tout ça, on pourra en discuter. Dans l'entreprise, à l'inverse, l'habitude est ancienne de traiter les individus avec équité et non égalité. Toutefois, là aussi, les organisations sont en passe d'être bouleversées par des initiatives telles que le CV anonyme, on a parlé de son utilité avec Kevin tout à l'heure, et le soutien actif à la féminisation de l'encadrement, par exemple. Puisque être une femme, en soi, n'emporte pas la compétence. Désolé Christine. Même si ça n'empêche nullement. Au final, plusieurs questions se posent. Quelles sont les conséquences de ces politiques plus individualisées sur les organisations, sur l'encadrement également, sur le climat social? Avec le recul, ces initiatives démontrent-elles leur pertinence, puisque vous avez déjà quelques années de recul? Quels sont les freins que vous avez rencontrés dans la mise en œuvre de ces démarches? Le témoignage du groupe La Poste est particulièrement important et intéressant à plusieurs titres. D'abord, parce qu'il s'agit d'un groupe avec une tradition, une culture fonction publique, qui a évolué en très peu d'années vers une culture plus managériale, plus d'entreprise. Les méthodes ont donc changé, les relations sociales également, sans toutefois qu'on ne lise dans la presse qu'il y ait eu des drames. Donc c'est aussi un indicateur dont on pourra parler. La description du chemin parcouru peut être illustrante pour les hospitaliers qui, eux aussi, vont devoir engager les mêmes évolutions tout en se gardant des écueils. Catherine Garnier-Amouroux procédera en 3 temps. Après une rapide présentation du groupe et de sa culture, elle décrira les initiatives mises en place pour accroître la diversité au sein de l'entreprise. En l'espèce, le groupe a utilisé la méthode du balayage par le haut, dont vous donnerez quelques illustrations. Vous décrirez également, si vous le voulez bien, les obstacles rencontrés lors de la mise en place d'initiatives innovantes. L'idée de ma présentation aujourd'hui en 30 minutes, chrono, j'ai bien entendu, c'est de vous amener au pays de l'entreprise au sein d'une notion qui est plus équité qu'égalité, puisque l'idée de l'entreprise, c'est qu'en fonction des compétences de chacun, il y a une vraie équité de traitement, et de parcourir avec vous quelques années pour vous montrer ce que nous avons franchi comme étape, et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui reste à franchir comme étape et de répondre à toutes les questions possibles et imaginables. Alors, Christophe l'a rappelé, donc je vais le dire très rapidement.
3 points. Vous rappelez ce qu'est le groupe La Poste. Vous rappelez la volonté stratégique de la diversité et comment elle s'est traduite. Et puis ensuite, je vous ai écrit 100 fois sur le métier parce que c'est pas un acquis, la diversité. Ce serait difficile pour moi de vous dire c'est bon, on a fini, on peut pas tourner la page et faire autre chose. L'environnement évolue, la société évolue, la société avec un grand S, et à partir de là, l'entreprise qui est le groupe La Poste doit avancer. Juste avant de rentrer directement dans le vif du sujet, j'aurais dû commencer par ça. Je suis une banquière. Alors ne me parlez pas des taux d'emprunt, c'est bon, c'est déjà fait. J'ai eu droit aux questions hier. En dehors d'être une banquière, j'appartiens au groupe La Poste. Et à ce titre, au cours de mes années, j'ai dirigé des entités opérationnelles. J'ai dirigé un département de La Poste, qui était le Calvados. Et j'ai dirigé un back-office bancaire, qui était à Rouen, donc de l'autre côté de la Seine, qui comportait à peu près 1000 salariés chaque fois. Ce qui veut donc dire que mon exposé est un exposé très opérationnel et très pratico-pratique. Vous m'en excuserez par avance. Je vous donnerai sans doute ma vision de ce que j'ai pu rencontrer dans les quelques années où j'ai été opérationnel. Le groupe La Poste, alors très rapidement et en une présentation, oui, ça a été un établissement public jusqu'en 91. C'est depuis 2010 une société anonyme publique qui a 2 actionnaires, l'État d'un côté, aux 2 tiers, et un tiers qui est la CDC, la Caisse des dépôts et consignations. Donc 100% des capitaux du groupe La Poste sont des capitaux publics. Je vous ai mis le dernier résultat qui est sorti il y a 2 jours, 21 milliards de chiffre d'affaires pour vous donner un peu une idée, et 240 000 collaborateurs. Ces collaborateurs étant majoritairement en France, mais vous en avez aussi en Europe, en Asie ou en Amérique du Sud. Ce qui est intéressant dans la présentation que je vais vous faire après, c'est que notre réflexion sur la diversité a concerné 3 métiers et un réseau de distribution, c'est-à-dire des métiers très différents, vraiment très différents. Si je les prends un par un, il y en a un que vous connaissez par cœur, c'est le courrier, la distribution du courrier. Vous voyez votre facteur et derrière, il y a des centres de tri importants. Le deuxième, c'est le colis. C'est la même chose, mais sur des objets plus gros. Le troisième, c'est la banque postale, qui n'a pas grand-chose à voir avec le courrier et le colis. Et le réseau de distribution, c'est l'ensemble des bureaux de poste. Donc vous avez des métiers différents, des compétences demandées différentes, des impératifs économiques différents et un environnement différent, ce qui n'a pas simplifié notre réflexion quand on a commencé à parler d'équité de traitement au sein du groupe. C'est à la fois une entreprise internationale et une entreprise très terrienne, je dirais. L'entreprise internationale, vous l'avez devant vous, c'est essentiellement du colis. La banque postale est métropolitaine. Elle est française, y compris les DOM. Le courrier est un petit peu européen, mais le colis est mondial. C'est ce qui m'a fait écrire que nous étions présents dans plus de 40 pays et que nous avions ailleurs 250 filiales, mais ça change à peu près tous les jours. Mais c'est aussi, et je dirais quelque part surtout, pour nos concitoyens, c'est une entreprise qui est une entreprise très impactée ou très introduite ou très implantée sur le territoire français et qui a la particularité, et c'est une des rares entreprises en France, à porter 4 missions de service public. Quand je dis qu'elle porte 4 missions de service public, c'est qu'au frontispice de sa constitution sont indiquées 4 missions de service public. La première, c'est la distribution du courrier. Vous avez votre courrier 6 jours sur 7. C'est une mission de service public. Aux 4 coins du territoire, avec le même tarif qui est uniquement lié au poids de l'objet et non pas à la destination. La deuxième mission de service public, c'est la distribution de la presse nationale. Nous contribuons largement, j'allais dire à l'équilibre, mais ce serait un peu prétentieux de ma part, à la non-aggravation du déséquilibre de la presse, qui ne paye pas le prix coûtant de la distribution. Mais il y a donc compensation côté poste. Et ensuite, arrangement économique avec l'État. Mais nous participons, c'est une vraie mission de service public, la distribution de la presse. La troisième mission de service public, c'est l'accessibilité bancaire. Nous sommes la seule banque à distribuer le livret A au sens de la mission de service public. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir un livret A n'importe où, dans n'importe quel bureau de poste pour 1,50 €. Et ce livret A peut vous servir de compte chèque, peut vous servir de trésorerie, si vous voulez, de gestion de trésorerie. Et la quatrième et dernière, mission de service public dont vous entendez sans doute souvent parler
quand vous lisez les journaux du matin, c'est la mission d'aménagement du territoire. Et dans cet aménagement du territoire, nous devons prouver sur chaque département français que 90% d'un sénon marin est à moins de 5 km d'un bureau de poste. Donc c'est à la fois des missions de service public, à la fois des objectifs à atteindre et un équilibre plus ou moins financier lié à l'État. Et puis je vous ai mis 3e groupe français par ses effectifs. Voilà, donc c'est un groupe public qui est à la fois international et très proche des territoires. Donc très perméable à toutes les évolutions de l'environnement. Les étapes de la prise en compte de la diversité. Avant de rentrer directement dans les étapes, je pense qu'il est important de dire que pour une entreprise, et encore plus le groupe La Poste, la diversité, c'était pas franchement est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. C'était à la fois une conviction forte, mais c'était aussi une nécessité. Parce que nous ne vivons pas dans un bocal, nous ne vivons pas dans un monde fermé, nous avons des clients qui évoluent, et nous devions de ressembler à nos clients aussi en termes de diversité à l'intérieur de l'entreprise. Et puis la deuxième nécessité qui me semble importante, c'est qu'une entreprise, elle vit de sursauts, de crises, de moments calmes, de moments plus compliqués. Et que toutes les études sociologiques qui ont pu être faites montrent que si vous mettez des gens qui pensent la même chose, qui sont quasiment clonés intellectuellement, la gestion de la crise perd de son acuité. Vous pouvez même aller, sans être politiquement correct, directement dans le mur. Mais que vous mettiez 4 femmes ou 4 hommes ou des petits, des grands, etc. Donc l'idée de la diversité, c'était aussi de dire préparons-nous à être adaptables à l'environnement en mettant ensemble des gens qui ne pensent pas la même chose, qui pensent différemment, qui ont des cultures différentes, qui ont des passés scolaires différents, et vous le verrez, qui ont des histoires différentes, qui ont même des religions différentes, et ainsi de suite. Alors ça, c'est le côté très sympathique de la chose. Alors après, il faut le construire. Alors, nous avons commencé en 2005, et ça nous a pris 6 ans, jusqu'à la fin de l'année dernière, pour co-construire, et je vous expliquerai ce que j'ai voulu mettre derrière co-construire, mais pour construire la politique, la démultiplier, parce qu'il y a 240 000 collaborateurs, donc vous imaginez bien que c'est très facile à faire de parler de diversité et de la traduire dans un staff quelque part rue de Vaugirard, boulevard de Vaugirard, qui est le siège du groupe. C'est beaucoup plus compliqué d'aller jusqu'au chef d'équipe qui encadre une quinzaine de facteurs, voire jusqu'au facteur. Et donc ces 6 ans nous ont permis de construire et de commencer, de rentrer dans une logique de pérennisation de la politique de diversité. 2005. Alors 2005, ça a été important, c'est pour ça que je me suis arrêtée un petit peu sur cette étape 2005. L'idée que j'avais, c'était d'échanger avec vous sur les facteurs clés de succès. Qu'est-ce qui a marché à la Poste sur ce lancement? D'abord, en matière de diversité, vous pouvez vous noyer très facilement. Je vous le dis d'autant plus facilement que j'ai co-créé un réseau de diversité à l'intérieur du groupe, et que quand on a commencé à se demander où commençait la diversité, où elle finissait, on a commencé à aller acheter de l'aspirine tout de suite. Donc la première chose qu'il fallait qu'on fasse en 2005, c'est identifier les critères sur lesquels nous envisagions de travailler. Et on a pris ce qui nous semblait logique, l'égalité homme-femme, sur laquelle je vais revenir, le handicap, parce qu'il y avait une obligation légale aussi, ce qui n'est pas négligeable. Et puis le cadre d'action, ça a été les salariés, mais aussi les clients. Alors pour vous faire un léger bilan, un postier sur 2 est une femme. Donc là, a priori, la parité est excellente. Nous avons quasiment la même représentation sociologique que la société française. Ça commence à se gâter un chouïa si on touche à l'encadrement, puisqu'à l'encadrement, on doit être à 43% de cadres qui sont des femmes. Et ça se gâte beaucoup plus quand on monte en haut de la pyramide, puisque dans les cadres dits dirigeants, c'est-à-dire le top management, nous avons un top manager sur 4 qui est une femme. Voilà. Mais d'un autre côté, nous avons des services à la Poste où il n'y a pas un homme. Recherche homme désespérément. Quand vous rentrez dans un bureau de poste plutôt rural, vous avez quand même 99% de chances sur 100 de voir une femme.
Quand vous allez dans un centre de tri, il n'y a que des hommes. Quand vous allez dans un back-office bancaire, il n'y a que des femmes. Ce qui s'explique aussi historiquement en termes d'horaires de travail proposés, de facilité pour les uns et pour les autres. Tout s'explique, mais on devait être vigilant sur l'égalité homme-femme, à la fois sur la pyramide complète du groupe La Poste et à la fois sur des services bien cernés. Le handicap, on était confronté, comme toutes les entreprises, à l'obligation d'emploi de 6% et on en était relativement loin, il faut le dire. Parce qu'on n'avait sans doute pas posé nos valises, si vous me permettez l'expression, pour savoir comment on adaptait un poste, comment on intégrait une personne en situation de handicap, comment on lui donnait aussi un parcours professionnel. Et puis les postiers et les clients, si vous traduisez ce que je viens de dire sur le handicap pour les postiers, c'est d'intégrer un salarié dans l'entreprise au mieux et qu'il ait un vrai métier, je dirais, une vraie fonction. Et pour les clients, c'est leur permettre tout bêtement d'entrer dans un bureau de poste, par exemple. Ou d'avoir accès à un système d'information quand on est malvoyant. Ce qui n'était pas non plus le cas. Donc nous avons pris ces 3 items. Et le deuxième facteur clé de succès, il a fallu une volonté stratégique, alors que dans le groupe La Poste, c'est traduit par un homme, qui s'appelle Jean-Paul Bailly, qui est le président du groupe depuis 2002, qui vient de la RATP, qui a donc une sensibilité sociale très développée. Et il a souhaité inscrire cette idée, cette action, ces actions de diversité dans un cadre plus large qui s'appelle le développement durable pour les uns. À La Poste, ça s'appelait le développement responsable. Et à l'appui de cette volonté stratégique, il y a eu une organisation. Alors je vous ai mis un sigle parce que je suis sûr que chacun dans nos univers, on a une multitude de sigles. À La Poste, ça s'appelait, parce qu'elle n'existe plus, la DPDH, la Direction de Projet, Diversité et Handicap. Et comme son nom l'indique, c'était une direction de projet qui s'est dissoute en 2011 parce que les objectifs qu'elle portait avaient été atteints. Et puis après, on est rentré dans le dur. La Poste, 240 000 collaborateurs et des partenaires sociaux forts, historiquement forts, culturellement forts. La répartition sur le groupe, c'est à peu près 30% la CGT et 27-28 Sud. Après, vous avez la CFDT et Force ouvrière, mais qui à l'époque, CFDT et Force ouvrière déclinaient légèrement. Et la logique est en train un petit peu de s'inverser. Donc nous sommes rentrés dans une logique qui ne pouvait pour nous être que contractuelle. Contractuelle en interne et contractuelle en externe. Contractuelle en interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partenaires sociaux ont été mis autour de la table et on leur a dit, voilà, on souhaiterait contractualiser avec vous un cadre d'action sur la diversité. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour l'égalité homme-femme? Qu'est-ce qu'on fait pour le handicap? Qu'est-ce qu'on fait pour les clients, etc. Et cette démarche a bien marché, elle continue d'ailleurs, parce que tous les ans, vous avez un accord. Alors, ils sont devenus de plus en plus ciblés. Le dernier qui a été signé il y a 2 jours, c'était un accord sur le handicap. Mais juste avant, il y avait eu un accord sur l'égalité. Bon. Donc, nous sommes rentrés dans une logique de contractualisation qui a été vraiment un des facteurs clés de succès de la démarche. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans ces accords? Des choses aussi simples que ce qui pénalise une femme, c'est les congés de maternité. Alors, vous allez voir, j'enfonce des portes ouvertes. Quand même, hein. Et quand une femme est en congé de maternité, elle est éloignée quelques mois du service. Et pendant ces quelques mois, on verse une rétribution variable par rapport aux résultats individuels. Et une femme qui partait en congé de maladie, en congé de maternité, elle n'avait rien. Elle ne touchait pas un centime. Parce qu'on considérait qu'elle n'était pas là. Bon. Or, on pouvait raisonnablement penser que même si elle était partie en congé de maternité, avant elle avait travaillé, après elle avait travaillé, et que c'était quand même très injuste de la pénaliser, puis c'était pas du tout motivant, parce que quand elle revenait, elle disait « et moi » dans l'histoire. Et une des actions phares de l'accord avec les partenaires sociaux a été de dire à toute femme éloignée du service pour congé de maternité, on lui donnera la moyenne de la part variable de ses collègues. Et donc il n'y a plus personne qui ne touche pas de part variable uniquement parce qu'elle a porté un enfant. Voilà. Et il y a eu comme ça des petites actions et des constats partagés sur qu'est-ce qui pénalise les femmes dans leur carrière professionnelle, pourquoi on ne les retrouve pas sur les cadres, et ainsi de suite. C'était des toutes petites choses. Et puis la démarche externe a donné lieu à l'attribution du label Égalité, qui est décerné par l'AFNOR, où là, l'AFNOR vient voir très factuellement comment nous gérons la parité entre hommes et femmes. Est-ce que quand on recrute
un collaborateur, on n'élimine pas l'une parce que c'est une femme, ou on privilégie pas l'une parce que c'est une femme, et ainsi de suite. Donc on est rentré dans une logique de traçabilité. Et vous verrez que pour la diversité, c'est encore pire. L'AFNOR nous demande de pouvoir prouver toutes nos décisions. Ce qui, dans un groupe comme La Poste, était compliqué parce que je ne suis pas sûr qu'on fasse du sectarisme, je suis même intimement persuadé du contraire, mais par contre, on n'avait pas de traçabilité sur la chose. On n'était pas capable d'expliquer pourquoi on prenait cette personne plutôt que l'autre, et surtout, on n'était pas capable de justifier qu'on ne la prenait pas, non pas parce que c'était une femme. Vous voyez le cheminement intellectuel, il y a des moments où vous arrachez les cheveux, donc c'est un peu compliqué. Un contrat en interne et un label égalité en 2005 décerné par l'AFNOR. Et puis le dernier item du facteur clé de succès, c'est de pouvoir mesurer les évolutions. Donc nous avons commencé à mettre en place des systèmes de pilotage du nombre de femmes, du nombre d'hommes, des personnes handicapées, mais ça on le savait puisqu'il y avait des pénalités au bout du bout. Mais on a commencé à véritablement avoir un tracing de cette diversité qui, au début, n'était liée qu'au genre, hein, l'homme et la femme. Et puis l'étape d'après, vous l'avez sur la dernière phrase, on s'est lancé dans le grand bain, et le grand bain, c'est la diversité. D'ailleurs, c'est un grand bain. Alors, ce que je voulais faire avec vous, c'était un quiz, je ne sais pas si on aura le temps, donc je vais faire les questions et les réponses, mais quand vous êtes divers, au sens de la diversité, c'est que vous avez, je vais compter sur mes doigts, vous m'en excuserez, c'est que petit 1, vous avez moins de 26 ans. Divers au sens de l'INSEE, c'est-à-dire vous êtes susceptible d'être une population fragile. Alors, personne ne me tape, c'est pas moi, c'est l'INSEE. Donc vous avez moins de 26 ans, vous êtes considéré comme étant en situation de diversité. Vous êtes une femme, quel que soit l'âge, vous êtes considéré comme étant en situation de diversité. Là, ça va se gâter. Vous avez plus de 45 ans et vous êtes un homme, parce que les messieurs, ils m'ont regardé, ils me disaient, oh, on n'est pas concerné, c'est bien. Vous avez plus de 45 ans et vous êtes un homme, vous êtes considéré en situation de diversité. Hein? Vous verrez après l'impact qu'il y a. Parce que c'est vrai qu'on se dit, dans une entreprise, on se dit senior à partir de 55 ans. Mais en termes INSEE et en termes AFNOR, la diversité commence à 45. Vous êtes en situation de handicap. Bien évidemment, vous rentrez dans la diversité. Donc globalement, si je vous le fais à l'envers, parce que c'est plus facile à retenir, pour ne pas être divers, il vaut mieux avoir entre 26 et 45 ans et être homme et plutôt blanc. Et sans handicap. Voilà. Excusez-moi. Il était tip-top, lui. Lui, franchement, il faut le recruter parce que, en termes de statistiques, c'est un vrai plaisir. Cette plaisanterie pour vous montrer que le champ est très large, que le champ est vraiment très large et que les actions qu'il doit y avoir derrière, au début, vous vous arrêtez et vous vous dites, on commence par quoi? Alors, nous nous sommes dit, avant de nous lancer dans les accords et le label, puisque la logique était toujours la même, accord d'un côté en interne et puis label en externe sur la diversité, quels sont les freins? Alors, je vous ai mis deux types de freins, et j'y reviendrai dans vos questions si ça vous intéresse. Il y a des freins individuels et des freins collectifs. Salah Palis aurait dit la même chose que moi. Le frein individuel, j'ai été un peu taquine, je vous l'ai mis à l'envers parce que généralement, ce n'est pas cette phrase-là qu'on voit, mais monsieur, avant d'être un homme, je suis d'abord un professionnel. C'est ce que vous entendez chez les femmes. Quand on a essayé d'accompagner les femmes vers des postes de cadre, on a commencé, c'est la grande discussion sur les quotas hein, et sur la discrimination positive. La majorité des jeunes femmes me disaient, mais attendez, bon, c'est bien beau votre histoire, mais moi ce que je veux, c'est être connue pour ma compétence, pas parce que je suis une femme. Et c'est le début de l'explication de texte et ainsi de suite, puisque le souci que nous... Enfin, le souci. Ce que j'ai remarqué souvent dans ma carrière professionnelle par rapport aux femmes, c'est que si vous n'allez pas vers elles, elles ne se manifesteront pas. Et donc, quand vous recrutez un cadre supérieur, hein, je vous promets, hein, je fais des tests avec vous si vous voulez. Et quand vous trouvez, vous lancez un poste pour une candidature de cadre supérieur, vous êtes sûr que vous allez avoir 5, 6, 7, 8 monsieur qui vont se présenter. Les dames, très souvent, trop souvent, de mon point de vue, vous allez les chercher.
Et c'est une vraie logique différente. Et c'est ça qu'il a fallu qu'on accompagne à l'entreprise. Donc ça, c'est les vrais freins individuels. Les freins collectifs, vous les connaissez. C'était largement ce qui existait pour le handicap. C'était comment on intègre une personne handicapée alors que tu comprends, je voudrais bien, mais j'ai des objectifs. J'ai une notion de rentabilité, il faut que je baisse ma masse salariale, que j'augmente mon chiffre d'affaires. Enfin voilà, ça je peux vous en faire des pages entières. Donc il a fallu réexpliquer. Et puis il y a handicap et handicap, toujours pareil. On peut aménager des postes. On peut aussi former des gens à la compréhension de ce qu'est un handicap. Et il y a eu quelques expériences qui me semblaient intéressantes. Et puis le deuxième frein collectif, c'est la traçabilité. Nous nous sommes lancés dans le CV anonyme. Alors, c'est bien le CV anonyme, mais il faut que vous enleviez tout. Hein. Le prénom, la photo, le code postal. À la fin, si vous voulez, vous avez à peu près que la personne a eu son bac en 2010. C'est tout. Il vous reste que ça, quoi. Parce que... Oui. Alors, on devenait un peu schizophrène avec ce CV anonyme. C'est pas que je suis contre, mais dans la pratique, on devenait un peu schizophrène. Parce que ça voulait dire que le DRH qui préparait les entretiens, puisque c'était le patron de l'entité, mettons, qui recrutait. Le DRH voyait tous les candidats, lui il les voyait, hein. Il avait les CV complets, il savait que la personne c'était une femme, ou c'était un monsieur noir, ou c'était une dame chinoise, enfin, elle savait tout. Et après, dans les dossiers préparatoires aux entretiens, elle enlevait tout. Elle enlevait tout élément qui pouvait permettre d'identifier que cette personne était différente. Après, vous mettez ce que vous voulez derrière la différence. Ça devenait assez schizophrène, il faut quand même le dire. Donc le CV anonyme, nous en sommes un petit peu revenus, même beaucoup. Par contre, le deuxième frein collectif qui pour moi a ralenti notre avancée, c'est qu'il a fallu là aussi que nous tracions toutes nos décisions. Toutes nos décisions. Pourquoi vous ne prenez pas une personne? C'est parce qu'elle n'a pas les compétences, d'accord. Mais vous aviez le choix entre une femme et un homme. Vous aviez le choix entre un monsieur originaire du Maghreb et puis un monsieur originaire d'Afrique noire. Pourquoi vous avez préféré le premier et pas le second? Est-ce que c'est la couleur de la peau? Est-ce que c'est pas la couleur de la peau? C'est compliqué parce que ça demande à former des recruteurs en leur disant réfléchis à toutes les motivations de ton choix. Or, s'il y a un point sur lequel je suis vraiment persuadée, on en parlait tout à l'heure au café, c'est que 100%, enfin 99% des personnes ne sont pas racistes. Par contre, on recrute qui on est. Et ça, il n'y a pas de contre-exemple. On recrute qui on est. C'est pour ça que nous avons intérêt à brasser les jurys. Parce que quand on recrute qui on est, moi je suis une femme, j'ai 47 ans, j'ai 3 enfants. Si en face de moi j'ai quelqu'un qui me ressemble, je suis sûre que ça va marcher. Et ça, c'est une vraie point d'interrogation dans les recrutements. Et quand vous regardez les conseils d'administration des entreprises, petites ou grandes, vous pouvez quasiment cloner les gens. Ils ont très souvent les mêmes parcours, ils ont très souvent le même âge, ils ont très souvent les mêmes hobbies, parce qu'on recrute, on se rassure, on recrute qui on est. Donc le souci, ce n'était pas le racisme, ce n'était pas le sectarisme, c'était on recrute qui on est, quoi. Et il fallait aller au-delà de ça. Donc ça, c'est les freins individuels et les freins collectifs. Je ne suis pas sûre qu'on ait levé tous les freins. Je ne vais pas vous faire un joli petit paquet cadeau en vous disant que tout va bien. Mais en tout cas, on les connaît, ce qui signifie que toute la sensibilisation, la formation et l'information a été faite en prenant compte ces freins-là. Déployer et pérenniser. Le rôle des accords et des labels, je ne vais pas y revenir. Vous avez bien compris que le but, c'était de s'ancrer dans une structure pérenne, parce que les labels, tous les 18 mois, vous les remettez en jeu. Hein. Tous les 18 mois, on revient voir si vous faites bien ce que vous avez dit que vous alliez faire. Structurer et animer les acteurs. On a mis en place tout un système à la fois de lutte contre les discriminations. Vous avez des numéros verts que vous pouvez appeler si vous avez un problème. Vous avez des adresses mail que vous pouvez utiliser si vous avez un problème. Vous avez des démarches quand il y a des situations de harcèlement. Vous avez des démarches que vous pouvez demander à mettre en place parce que vous considérez que ça ne se passe pas bien. Donc, il y a toute une logique de
de lutte, bon, manifestement c'est pas encore suffisant, donc il faudra continuer, de lutte contre les discriminations. Et puis on a mis en place des correspondants diversité, qui ne sont pas des gens dont le métier est à temps plein d'être correspondants diversité, c'est des morceaux de leur métier qui sont formés plus spécifiquement, oui d'accord, voilà, un peu mieux que les autres, et qui sont en capacité d'intervenir quand il y a un problème d'intégration d'une personne dans une entité quelconque. Et puis former, sensibiliser tous les postiers. Tous les managers à la poste ont une journée de formation pendant laquelle on leur parle de diversité et pendant laquelle on les fait échanger aussi sur les barrières qu'ils considèrent exister sur la diversité. Parce que quand vous parlez de diversité, tout le monde est d'accord. Hein. Normal. Et c'est après, quand vous rentrez dans les détails, que ça devient un peu plus compliqué. Donc ça, c'était jusqu'en 2011. Et maintenant, quelles sont les pistes de réflexion? Alors, juste avant de vous énumérer un certain nombre de pistes de réflexion, je vous ai mis quelques graphiques. Alors, il y en a qui vont peut-être être tout à fait illisibles, je vais les sauter allègrement. Ça, c'est le baromètre qui me semblait intéressant. Tous les ans, les postiers sont interrogés. Et on leur demande, selon vous, quels sont les sujets prioritaires en termes de gestion humaine. Dans ceux qui sont au fond, peut-être qu'ils n'y voient rien. Les éléments qui reviennent majoritairement, c'est la parité, donc l'égalité professionnelle homme-femme. Et vous le voyez, parce que le bleu plus le rouge, c'est satisfait ou très satisfait. Donc à plus de 90%, enfin prioritaire et assez prioritaire. Donc à plus de 90%, ils nous disent il faut continuer à s'intéresser à l'égalité homme-femme. Après, il y a les luttes contre les discriminations, alors de tout genre. Hein. Je vous parlerai tout à l'heure, par exemple, du fait religieux, parce que c'est quelque chose qui est monté dans l'entreprise, qui n'existait pas avant, hein, et pour lequel on a été un peu surpris parce qu'on pensait que ce n'était pas une question. Manifestement, ça en était une. Donc les discriminations, c'est à la fois les discriminations par rapport à la couleur de peau, ça peut être des discriminations par rapport à la religion, ça peut être des discriminations par rapport à quoi? Par rapport à la culture, enfin, vous pouvez avoir toutes sortes de discriminations. Et ça passe par des items très insidieux. C'est la blague un peu lourde d'un monsieur vis-à-vis d'une dame, vous voyez. Ça existe qu'à la poste. Et c'est normal, ça. Mais ça peut être la blague un peu lourde de la dame vis-à-vis du monsieur. Hein, c'est pas... Voilà. Et il a fallu s'expliquer sur ce qu'était une discrimination. Une discrimination, c'est aussi... une femme qui vient voir un DRH en lui disant tiens, moi je me verrais bien conducteur de travaux dans un centre de tri, et la DRH qui lui dit oh ben non, ça c'est pas un travail de femme. Ça passe par ça, la discrimination aussi. Et c'est pas toujours très automatique dans nos esprits. L'emploi des personnes handicapées, je vous en ai parlé, et puis ensuite vous avez la santé et prévention du stress au travail, je vous en parlerai parce que c'est un sujet. L'emploi des personnes issues des quartiers sensibles, parce que nous sommes sur le territoire et que pendant très longtemps, nos postiers n'ont pas ressemblé à nos clients. C'est-à-dire que dans les US, vous aviez plutôt un profil de seniors blancs, alors que nos clients étaient plutôt jeunes, avec soit issus du Maghreb, soit issus d'Afrique. Et puis le dernier, c'est la gestion des âges, c'est le fameux développement professionnel des personnes de plus de 55 ans. C'est assez stable d'une année sur l'autre. Les postiers identifient toujours les mêmes items. Ce qui change beaucoup, c'est que sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, les postiers considèrent qu'il y a urgence. Après, je vous ai mis quelques chiffres pour que vous sachiez, vous voyez un peu l'évolution. Alors vous m'excuserez parce que c'est des chiffres à la comptable, tout ça avec des centièmes de pourcent, mais vous voyez que la répartition entre les femmes et les hommes, elle ne bouge pas beaucoup. Voilà. C'est toujours. C'est pour ça que je vous ai dit un postier sur 2 est une femme. Sur l'encadrement féminin, ça évolue dans le bon sens. Sur les femmes dirigeantes, vous voyez qu'on est passé de 20 à 24% en 2 ans. Et sur l'encadrement féminin, quand on dit encadrement féminin, c'est les encadrements intermédiaires, on est passé de 42 à 44. Les progrès sont notables, mais ce n'est pas des bonds de géants. Donc ça, c'était sur la parité. La gestion des âges. Ça me semble intéressant parce que je ne connais pas les typologies de vos organisations qui sont quand même très différentes. À la Poste, la moyenne d'âge est de 45 ans. 45,1 ans.
Et comme la vie est difficile, nous vieillissons un peu plus tous les ans. Vous voyez. Et en dessous, pour équilibrer les pyramides des âges, on a plutôt tendance à recruter des jeunes. Donc vous avez un recrutement sur 2 est un jeune de moins de 26 ans. Et vous avez la deuxième ligne qui me semble intéressante, on ne recrute pas de personnes de plus de 55 ans. Je peux en parler tout de suite sans doute. Les entreprises, pendant très longtemps, la gestion des âges à 55 ans, c'était très simple, c'était mesure pré-retraite et bonne chance pour aller cultiver votre jardin. Voilà, c'était ça, hein, la gestion des âges. Bon. Et il s'est avéré qu'il ne nous a pas échappé non plus que l'environnement avait bougé. Et quand l'environnement avait bougé, s'est posé la question de toutes ces personnes qui partaient en mesure pré-retraite. Il me semble qu'en France, une personne sur 2 de plus de 55 ans n'est pas en activité. À la Poste, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Donc l'entreprise a été obligée de changer complètement sa façon de voir. Et radicalement, puisque ça s'est fait en 2-3 ans. Vous voyez qu'on recrute très peu de gens de plus de 55 ans et on recrute très peu de gens de plus de 45 ans puisque la part, elle est de 4,5%, elle est un petit 5%. Donc là, ça a été un peu la révolution pour le groupe La Poste, la gestion des âges. Le handicap. Je vous ai mis sur ce transparent le handicap social au sens des jeunes plutôt défavorisés qui venaient des US et qui avaient logiquement, si on ne faisait pas grand-chose, peu de chances d'arriver jusqu'à l'entreprise La Poste. Et puis le handicap physique ou mental, où là on est lié aux 6% d'obligation d'emploi. Voilà. Je vais passer assez vite là-dessus parce que je voulais vous parler de ça. Donc c'était mon dernier transparent. Il va prendre un petit peu de temps, mais c'est mon dernier transparent, Christophe. C'est pour que vous arrachiez pas les cheveux. Les sujets pour demain, c'est pas exhaustif, hein, mais il y a plutôt trois pavés de sujets pour demain. Le premier, c'est tout ce qui tourne autour de la formation et l'employabilité. J'ai entendu tout à l'heure dire, ce qui est important, c'est la formation au fil de l'eau, la formation toute la vie. C'est vrai, hein. Et on essaye de mettre en place, à la suite des accords qui ont été passés avec les partenaires sociaux, d'ailleurs, il y a maintenant 2-3 ans, et de la mise en place des DIF, hein, de la formation individuelle, on essaie de mettre en place des formations tout au long de votre vie. Contrairement à ce qui s'est passé il y a peut-être 20 ou 30 ans à la Poste, vous ne rentrez pas guichet et vous ne finirez pas guichetier. On va vous former à d'autres métiers. Et ça, c'est l'enjeu de demain sur la formation à l'employabilité. Et puis, vous voyez, j'ai mis quelque part valoriser les parcours atypiques et réduire la place du diplôme. Alors, c'est pas que je veux tuer les grandes écoles, hein, c'est pas mon propos du tout. Hein. Mais je vais vous donner un exemple, ça sera plus parlant. Sur les conseillers bancaires que nous recrutons, 80% des conseillers bancaires viennent de l'apprentissage. Il y a quasiment plus, si il y a 20%, parce qu'on est vraiment dans une situation où on n'a pas anticipé, mais il y a quasiment plus de non-apprentis dans des métiers comme facteur, comme conseiller bancaire, comme guichetier. Voilà. La montée en puissance depuis 2-3 ans, c'est vraiment l'apprentissage. Et ça a même continué dans ces périodes difficiles que nous venons de vivre, parce que même si on ne les embauchait pas à la fin de l'apprentissage, on les formait. Et ça, c'est important parce que les entreprises, elles ont un devoir là-dessus, me semble-t-il. Donc la formation et l'employabilité avec une vraie logique liée à l'apprentissage et liée à des formations diplômantes internes, c'est-à-dire qu'on a créé des bacs plus 1 avec l'éducation nationale sur les métiers purement bancaires, on a créé des bacs plus 1 sur le métier de facteur et ainsi de suite. Et tout au long de la vie, ça j'insiste parce que pour moi c'est vraiment l'enjeu de demain, tout au long de la vie du postier, tant qu'il reste dans le groupe La Poste, parce qu'il y a aussi la génération Y qui vient, hein, donc là on jouera différemment si vous voulez, mais tant que le postier reste à l'intérieur de l'entreprise, lui donner les moyens de se former, de se former et de se former. Pourquoi ? Parce que c'est une entreprise, donc c'est un corps vivant qui bouge, qui s'adapte. Je vais vous donner deux chiffres. Baisse du courrier par an, du volume du courrier, c'est entre 5 et 7%. Tous les ans, nous perdions entre 5 et 7% de courrier. Donc, ça veut dire que demain, on aura de moins en moins besoin de gens dans les centres de tri. Et nous perdons à peu près 10% de clients dans les bureaux de poste par an. Alors, il faut que ça s'arrête, hein, parce que 10% en 10 ans, les bureaux de poste n'ont plus personne. Mais ça signifie que demain, on aura besoin de moins en moins de guichetiers. Donc, ces gens-là, qui sont maintenant guichetiers et qui sont facteurs, il faut
nous avons commencé à les former pour que demain ils puissent être commerciaux, pour ceux qui ont des appétences commerciaux, ou d'autres métiers plus administratifs. Les managers. J'avais écrit informer, former, accompagner en continu. Alors, quand je venais vous voir hier, vous avez dû entendre la radio, vous avez dû lire les journaux. Et donc, quand je venais vous voir hier, j'ai entendu à la radio qu'un postier s'était suicidé en Bretagne. Et que c'était le deuxième en 2 mois, même si, a priori, il n'y a aucun rapport entre les 2 personnes. Et franchement, pour quelqu'un qui a été opérationnel très longtemps, une bonne dizaine d'années, c'est un vrai drame. Alors oui, c'est un drame humain parce que la personne a mis fin à ses jours. C'est un drame pour sa famille. C'est un drame pour ses collaborateurs. Rachel. C'est un drame pour les gens qui l'entourent. Ça C'est un drame bouge pour pas. l'entreprise. Rachel. C'est un drame pour tout le monde. Donc, on le prend de plein fouet. Mais au-delà de l'émotion, ce que je me dis, c'est qu'on a mis en place, alors rien n'est jamais parfait, mais on a mis en place des systèmes de prévention. Il y a à peu près un préventeur au sens large, je vous dirais ce que je mets dans préventeur. Un préventeur pour 1200 postiers. Dans les préventeurs, il y a les médecins de prévention, les assistantes sociales, il y a les infirmières, il y a ce qu'on appelle les APAC, qui sont des préventeurs sur les postes de travail. On a mis en place, je vous l'ai dit tout à l'heure, des systèmes, des numéros de téléphone, des adresses mail. On a des accords avec les partenaires sociaux qui disent que quand on réorganise, vous n'êtes pas obligé de faire plus de 30 km. On ne peut pas vous obliger à vous déplacer de plus de 30 km par rapport au point professionnel initial. Donc on a mis en place des systèmes d'écoute. Enfin, et nous avons encore des drames affreux. Et ce que je me disais en venant vous voir hier, c'est que le sujet de demain, c'est le rapport au travail, notre rapport au travail. Alors c'est un sujet sociétal, c'est évident, c'est sans doute un sujet de recherche, mais c'est aussi un sujet dans l'entreprise. Ce rapport au travail de personnes qui passent 40 heures, 45, 50 heures dans leur bureau avec leurs collaborateurs, qui sont sur des régimes de travail à 35 heures, bien évidemment, et pour qui le travail est devenu le point prépondérant de leur vie. La personne qui a mis fin à ses jours hier, elle était mariée, elle avait des enfants, elle n'est pas toute seule, hein, on n'est pas dans des situations, alors, je ne porterai pas de jugement sur la situation médicale, mais elle n'était pas toute seule, elle avait un environnement privé, je dirais. Et cette notion, ou cette question, et cette réflexion sur notre rapport au travail à l'intérieur d'une entreprise, c'est un vrai sujet pour nous, c'est sûr, qui n'est pas simple quand même. La coopération, on recherche de plus en plus des systèmes de valorisation des résultats collectifs. On est passé du tout individuel à une partie individuelle et une partie collective. C'est pour ça que vous voyez les pratiques managériales de coopération. Donc la formation, les managers, et puis les évolutions de la société. Alors, je vous en ai mis 2 pour vous dire à peu près comment on les avait traités. Alors, je répondrai ensuite aux questions si vous en avez. La gestion des âges. On a passé un accord avec les partenaires sociaux il y a maintenant 18 mois. Chaque salarié de la Poste de plus de 45 ans, enfin dans l'année de ses 45 ans, a un entretien avec sa DRH préférée, ou son DRH préféré, pour lui demander ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut continuer à être dans ce métier? Est-ce qu'il veut changer de métier? Et à l'appui de quelle formation? Est-ce qu'il envisage de travailler 10, 20, 65, ouais, 10 ou 20 ans? Enfin, l'idée, tout à l'heure, quelqu'un disait, quand je suis dans une classe, je connais, oui, ça devait être intervenant avant, quand je suis dans une classe, je connais tous mes jeunes. L'idée, c'est que la DRH connaisse toutes les personnes qui rentrent dans leur 45e année. Alors, je vous promets, ça fait drôle, parce que quand vous avez 45 ans, vous avez l'impression que vous êtes très jeune, vous voyez. Il y a quelqu'un qui vous dit, est-ce que tu as pensé à la fin de ta carrière, peut-être? Bon, donc il faut s'y faire, quand même, un peu. Il faut s'y faire un peu, mais c'est pas mal, quand même. C'est pas mal, parce que ça permet, à un moment donné d'une carrière, de s'arrêter et de parler avenir avec quelqu'un qui, si j'en crois les réformes de retraite, va quand même travailler une 20aine d'années encore. Hein, donc, on a aussi réfléchi, là c'est vraiment embryonnaire chez nous, hein, on a réfléchi au passage de compétences, au passage d'expérience, une sorte de tutorat des anciens. Alors là, on ne serait pas à 45 ans, on serait plutôt après 55 ans. C'est compliqué à faire parce que ça a un coût économique.
Il y a des organismes qui ont fait ça très bien. D'ailleurs, je me demande si c'était pas en Franche-Comté, conseil régional. Enfin, je sais plus, il me semble que c'était en Franche-Comté. Vous habitez bien Besançon. En Franche-Comté, le conseil régional a trouvé une solution où une personne de plus de 55 ans accompagne un jeune. Et cette personne de plus de 55 ans, elle est détachée, elle est payée à 50% par l'entreprise, à 50% par un fonds européen qui va bien. Et cette personne, son métier, à temps complet, c'est d'accompagner un jeune embauché par l'entreprise. On a encore du mal à trouver le modèle économique qui va bien. Mais une des idées, c'est d'utiliser l'expérience, la compétence des salariés à partir de 55 ans pour intégrer des petits jeunes qui arrivent dans l'entreprise. Il y a aussi des questions qui vont arriver à nous très vite, qui sont les aménagements des postes de travail. On n'a pas la même forme, on peut ne pas avoir la même forme à 60 ans qu'à 25. Donc quand vous êtes dans un centre de tri où bien évidemment il y a des recherches sur l'ergonomie, etc., mais quand vous êtes dans un centre de tri que vous posez des chariots, vous n'allez pas avoir la même force à 25 qu'à 60 ans. Voilà, donc la gestion des âges est pour nous un sujet qui est devant nous et qui va devenir de plus en plus important, puisqu'on aura des taux d'activité qui vont très nettement augmenter dans les années à venir. Et puis le deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'est le fait religieux. Alors vous allez me dire, une entreprise publique, a priori, il n'y a pas de, dans une société laïque, a priori, il n'y a pas de sujet. C'est vrai, jusqu'à peu, il n'y avait pas de sujet. Et puis, 240 000 collaborateurs, vous avez toutes les religions du monde, à peu près. Hein. Je ne dois pas en rater beaucoup. Vous avez toutes les religions du monde, alors qui peuvent, dans bon nombre de cas, très bien se côtoyer sans aucun souci. Et puis, dans certaines entités où peut-être il y a plus de monde, donc le volume d'humains, le nombre d'humains joue. Dans des entités où il y a beaucoup de personnes, ça peut commencer à poser des problèmes. Et les managers se trouvaient confrontés à des situations comme est-ce qu'on accepte qu'une guichetière ait une croix que le client puisse voir? Une croix bijou, hein, j'entends. Pas une croix bijou. Est-ce que le voile, est-ce qu'on accepte le voile en contact avec le client? Est-ce qu'on accepte un lieu de prière? Parce qu'on a eu ces demandes-là, hein, ce qui est logique. Est-ce qu'on accepte que tel jour qui est férié dans une religion, mais pas dans le calendrier français, puisse être férié dans une entité où la religion majoritaire est, par exemple, la religion islamique? Bon. Et par rapport à ça, nous avons fait une petite brochure très pratico-pratique qu'on aurait pu intituler Ma liberté s'arrête où commence la tienne, déjà. Et puis ma liberté s'arrête où commence celle de l'entreprise. Donc oui au respect de toute liberté individuelle en termes de religion, non au prosélytisme. Donc on a interdit la distribution de tracts, par exemple, parce que ça existait aussi. Non au fait qu'en contact avec le client, on puisse avoir un signe ostensible de religion. Nous avons donc interdit les voiles, les croix, les kippas, enfin tous les signes ostensible de religion. Et à l'extérieur, donc à l'extérieur de la vue du client, il y a eu des tolérances, mais qui étaient vraiment liées au fait que le collectif de l'entité accepte. C'est-à-dire qu'on a interdit les voiles intégrales, parce qu'on a eu aussi des demandes de voiles intégrales. On a interdit des lieux de prière pérennes, mais par contre on l'a accepté sur certaines occasions. Bon, voilà, c'est pour vous dire qu'on marchait un peu sur des œufs, sur le fait religieux, que c'est pas franchement, on n'a pas franchement légiféré sur le sujet, mais on a dit aux managers, voilà quelles sont les lignes jaunes. Les lignes jaunes absolues, c'est le prosélytisme, donc ça il n'est pas question. Et la deuxième ligne jaune absolue, c'est le vis-à-vis du client, et c'est l'image que vous représentez vis-à-vis du client d'une entreprise publique et donc laïque. Voilà. Et puis le dernier point que j'ai pas rajouté, mais qui arrive comme sujet, même s'il n'est pas tout à fait présent, c'est la génération Y. La génération Y, c'est les trentenaires qui ne sont pas dans une même recherche vis-à-vis d'une entreprise. Globalement, les personnes qui ont une cinquantaine d'années à l'intérieur de la Poste, ils sont très très liés à leur entreprise. Ils sont structurés par des valeurs. Ils ont la culture d'entreprise chevillée au corps. C'est un processus que nous connaissons bien.
Les petits jeunes qui arrivent, 25-30 ans, ils sont assez passionnés par leur temps de libre. Vous voyez, ils veulent savoir quelle est la promotion qu'on pourra leur proposer, dans combien de temps. 12 mois, c'est très long. 24 mois, c'est une éternité. 3 ans, c'est à construire. Enfin. Et c'est pas anecdotique ce que je vous dis. C'est vraiment un mouvement de fond. Et les entreprises devront, dans la Poste, devront s'adapter à ces jeunes. Que ce soit hommes ou femmes, hein, puisque les hommes ont envie d'aller chercher leurs gamins. Ça va être compliqué, si vous voulez, parce que là, c'est un mouvement de fond. Si vous voulez. La génération Y, c'est la génération qui va avoir le pouvoir dans 15-20 ans. Hein. Vous pouvez toujours essayer de motiver des trentenaires avec des valeurs. On peut essayer, si vous voulez. Moi, je vais très bien les comprendre, je vais les accepter ou pas les accepter, mais sous la culture d'entreprise, il y aura des valeurs. Un trentenaire, c'est pas son problème. Et c'est pas qu'il veut pas, c'est pas qu'il ait mauvaise foi, c'est parce que lui, dans sa tête, il va avoir une dizaine d'employeurs demain, donc il est là à un moment donné pour donner et prendre ce qu'on va lui octroyer en retour. Donc on n'est pas du tout dans la même logique de motivation. Et il faut trouver la logique de motivation. Et ça, c'est un vrai sujet pour les entreprises. D'ailleurs, ça commence à se voir. Vous voyez par exemple les entreprises recrutées en mettant en avant la protection sociale, ce qui n'existait pas avant. Enfin, moi, j'ai jamais été recruté en protection sociale. On me recrutait avec un salaire, en me disant que c'était la plus belle entreprise du monde. Maintenant, les entreprises, vous voyez les annonces, elles parlent de protection sociale. Parce que les trentenaires, ils ont besoin de ça, de cette sécurité. Ils ont une petite tribu, enfin bon, tout ce que les sociologues ont beaucoup mieux décrit que moi. Et ça, c'est un sujet pour demain. Voilà, je crois que j'en ai fini. Je ne sais pas si je suis restée dans les temps, mais... Et donc, je réponds à vos questions. Merci beaucoup.